Alors, j'ai fait un plan que je suivrai autant que possible, mais je me suis rendu compte... Naturellement, il faut parler un peu de l'histoire des tatouages. Il y a des tatouages ailleurs qu'au Cambodge, en Asie du Sud-Est. Ensuite, il faut surtout souligner ce qui est absolument original pour les tatouages khmers. Les tatouages khmers sont des textes. Et des textes parfois difficiles à lire, enfin toujours difficiles à lire, pour les raisons que je vais vous expliquer. Le tatouage est une pratique bouddhique, bien qu'elle soit condamnée par le Sangha, la hiérarchie urbaine, qui n'aime pas les traditions. On va parler un petit peu de la composition des tatouages, et puis ensuite de la perte de sens des tatouages à l'heure actuelle. Alors c'est une tradition qui est très difficile à dater. Il n'y a aucun tatouage, aucun personnage tatoué dans les bas-reliefs d'Angkor et de Bayeux. Je vous prie de croire que j'ai fait peut-être 50 fois le tour de chacun de ces monuments à la recherche du moindre signe de tatouage. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de personnage tatoué. Mais c'est tout de même antérieur au XVIe siècle. On le sait dans la région en tout cas. On le sait grâce à des témoignages des voyageurs. Ce que les Portugais ont rapporté dans les témoignages, dans les récits des voyageurs portugais, ce qu'ils disent au XVIe siècle est convient exactement pour décrire ce qu'on voit sur ce jeune birman du début du XXe siècle. Ils les appelaient les braços pintados ou les coxas pintadas, les bras peints ou les jambes peintes. Et alors, ce sont des tatouages, j'ai aucun doute, mais ce ne sont pas des textes. Donc la tradition, la pénétration du tatouage au Cambodge, je ne peux pas dire à quelle époque elle a eu lieu, mais la transformation du tatouage, de la technique de tatouage en technique d'inscription de texte est propre au Cambodge et un peu plus tardive que ça. Que les premiers tatouages en Asie. C'est pareil au Laos, il y a eu des tatouages qui ont été beaucoup mieux étudiés. Le tatouage khmer, bizarrement, n'a pas fait l'objet d'études, de grandes études, alors que le tatouage laotien, qui de mon point de vue est plus intéressant, a fait l'objet d'études. Alors ce sont des tatouages qui reproduisent des motifs floraux, ou des motifs théréomorphiques, c'est-à-dire qui représentent des animaux réels ou mythiques. Ce qui n'existe pratiquement pas dans les tatouages khmers, encore que. Ces tatouages, on les retrouve dans les peintures murales du nord de la Thaïlande, et on les retrouve dans les peintures murales de Thaïlande presque partout, mais les plus anciennes, c'est le nord de Thaïlande, comme ici au Wat Phu My. On a, dans les représentations du IXe siècle, des peintures du Bouddha dans les grottes de Lunman, en Chine, au IXe siècle, on a déjà des Bouddhas qui semblent être tatoués, qui semblent porter de ces signes floraux ou théréomorphiques, encore une fois. Mais encore une fois, l'originalité, l'extrême originalité, et de mon point de vue, l'extraordinaire intérêt des tatouages khmers, c'est que ce sont des textes. Il y a plusieurs. Alors, ce sont des textes de 4 types différents. Premièrement, des formules imprononçables, atanabol. Comme on a vu tout à l'heure, le gros Sungheng a tatoué 2 lignes, 3 lignes de combinaisons de consonnes et de voyelles qu'on ne peut pas prononcer. Il y a également une série de lettres qui sont des déformations de la lettre Nan, du N, et qu'on appelle les Nan Kvak, les Nan aveugles. Il y en a 108 formes, et chacune est associée à un type de protection particulier. Il y a également les Bindu, qui ressortissent à une idéologie particulière. Ce sont des tatouages extrêmement discrets, c'est un seul point qui représente une lettre, laquelle représente un texte. Et il y a
pour la plus grande partie, il y a des textes, des tatouages qui sont faits avec des bandoles. C'est l'aubier, c'est ce qui s'élargit à partir du centre, comme les cercles d'un arbre s'élargissent comme ça. Et alors pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça, je ne sais pas, mais en thaï, ça s'appelle le huacha, les têtes du cœur. Alors, à propos des pré-atonabol, là, j'ai recopié une des lettres en haut, ou je ne sais plus laquelle c'est, qui est absolument imprononçable. Il y a Ko, Tiongo sera E, sera OU, sera OUR, avec la voyelle, la voyelle O et la nasalisation IM. C'est absolument, ça n'a aucun sens. Il faudrait, enfin ça n'a aucun sens. C'est imprononçable, et le sens est probablement à chercher dans la décomposition de ce cluster, de cette combinaison de lettres. Mais ça, il veut dire que personne n'y est arrivé pour l'instant. Quand on n'a pas les clés, c'est difficile. Voilà quelques noms crack, noms aveugles sur les jambes d'un jeune bon tatoué. Alors on en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'un au-dessus de l'autre. Chacun de ces noms crack correspond à un type de protection particulière. En quelques 33 ans de recherche, je n'ai trouvé qu'un seul manuscrit, un seul et unique manuscrit, qui donne les clés. Donc ce manuscrit est très précieux, mais je l'ai rendu à son propriétaire et depuis il a disparu. Mais nous l'avons photographié, ce qui fait que nous en avons à la fois la trace et le contenu. Ensuite, il y a ces fameux bindous. Vous voyez, ce jeune homme a un point bleu sous la lèvre et qui représente, ce point bleu représente une lettre, cette lettre représente un mot, ce mot représente un texte. Et donc, l'initié lui-même et le maître qui l'a tatoué sont convenus du secret. Alors, pourquoi est-ce que les tatouages ne sont pas socialement très bien admis au Cambodge? La communauté chinoise qui tient le haut du pavé, dans les milieux urbains, ne porte pas de tatouage. Le tatouage en Chine est uniquement la marque de la scarification des condamnés. Il y a peut-être d'autres types de tatouages culturels dans les minorités, mais chez les Han, c'est la scarification des condamnés. Donc c'est socialement mal vu. Dans les milieux sino-khmer urbains qui contrôlent en quelque sorte la gentry urbaine, le tatouage n'est pas très bien vu. Il n'empêche que certains princes sont tatoués, que le père de M. Hussen était tatoué jusqu'au cou. Mais quand on veut adhérer à cette pratique sans que ça se voie, il est assez prudent de se faire un bindu. Bandol, donc comme je vous l'ai dit, Tol, ce qui croit à partir du centre, c'est le nom de l'aubier. Je dis qu'il n'y a aucun tatouage, aucun personnage tatoué à Angkor, mais il n'y a pas non plus de yantra. Alors, le mantra, c'est la formule, et le yantra, c'est la formule, c'est la manière de représenter la formule, c'est-à-dire des rinceaux de lignes dans lesquels, comme vous avez vu, dans le film, il y a quelquefois des étoiles, quelquefois des carrés, quelquefois des lignes. Ça, ce sont des yoan, des yantras. La formule, on a trouvé encore, à ma connaissance, je crois que c'est vrai, un seul yoan, c'est à Batum, qui date du XIe siècle et qui est en fait juste les lettres de l'alphabet. Une énumération des lettres de l'alphabet et de quelques combinaisons de lettres. Le premier objet. Alors les tatouages, c'est très difficile. Il n'y a pas de tatouage conservé. Parce que les tatouages sur les personnes disparaissent avec les personnes. Et donc, le plus ancien personnage tatoué que nous ayons est un Bouddha d'argent
clairement un objet cambodgien, khmer en tout cas, qui est au Musée national de Bangkok, qui date du XVIIIe siècle, oui, du XVIIIe siècle, et sur lequel on retrouve exactement les mêmes. Vous voyez. Ah bah, excusez-moi. Voilà, moi je le voyais sur mon écran, mais pas ici. Et donc on reconnaît sur la poitrine Is, Faso, enfin tous les Yohan et les moines qu'on avait vus sur Préac. Les tatouages khmers sont généralement très spectaculaires et je pense qu'on peut dire extrêmement beaux. Les tatouages que le mec Sun fait sur le soldat Pierre sont à la fois très spectaculaires, mais ils ne sont pas faits pour être vus. Préac n'est pratiquement jamais torse nu. Il portera toujours des vêtements sur ses... Et il est constant que ces tatouages ne sont pas ce que les anthropologues appellent des bijoux narcissiques. Ce ne sont pas une très grande partie des tatouages sont destinés à n'être jamais vus. Je vais vous en montrer plusieurs exemples. Alors, voilà. Ce soldat s'est fait tatouer entièrement la tête. Et puis les cheveux repoussent et on ne verra jamais ces tatouages. Ils ne sont pas destinés à être vus. Et pourtant, ils sont à la fois compliqués, il a subi pas mal il a fallu à la fois de la patience et une certaine fortitude, n'est-ce pas, pour subir toute cette... Là, c'est un tatouage, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un tatouage invisible à l'huile de palme blanche. On le voit ici. Il y a tout un Yohan qui n'est pas fait pour être visible, même si ce jeune moine se promenait torse nu, on ne le verrait pas. Et puis enfin, il y a les fameux bindous, là, ce jeune homme, je vous ai montré qu'il en avait un sous la lèvre, et là il en a 3 sur le côté de la mâchoire, et c'est encore une fois, c'est un tatouage qui a l'air extrêmement simple, mais dont la charge sémantique est extrêmement lourde, par convention avec son maître tatoueur. Où suis-je d'autre ? Il y a également... Oh, attendez, peut-être pas... Il y a également quelques tatouages qui sont des clis. Alors, le tatouage est porté sur la peau ou bien sous la peau. Alors, comment est-ce qu'on portait un tatouage sous la peau ? On prend une feuille en or, une petite boule en or, on la martèle, ça devient une feuille sur laquelle on écrit un Yohan, on fait fondre la boule, on l'inscrit, on fait fondre la boule. Une fois qu'elle est devenue, on la remartèle, on réécrit, on procède 7 fois de suite à l'inscription du même Yohan sur cette boule d'or, et ensuite on l'insère sous la peau. Ça, c'est pour les gens qui peuvent se payer des bijoux en or, surtout des bijoux en or destinés à être insérés sous la peau qu'on ne voit pas du tout. Pour les soldats qui sont moins argentés, il est convenu qu'ils font polir des petites billes en verre sur lesquelles le crew, qui n'est plus un crew tatoueur, mais un crew d'une autre espèce, plombe ou toupe, souffle des formules. Et donc, la formule est réputée avoir investi une petite boule en verre qu'on insère ensuite sous la peau. Alors, je vais vous montrer quelques boules en verre insérées sous la peau. On l'insère sous la peau là où ça ne gêne pas. Par exemple, là. Voilà. Et l'idéologie du tatouage qu'on porte sur la peau, ou comme je vous l'ai dit, sous la peau, est exactement la même que l'idéologie des chemises de protection. Les chemises de protection sont, en quelque sorte, les tatouages les moins douloureux possibles à porter, et la composition des yantras et des mantras, avec des bandos, les pratamot, est exactement la même que pour sur les tatouages.
Bon, il y a toutes sortes. Quelquefois, il arrive que les tatouages, par un mécanisme assez curieux, imitent les chemises de protection. C'est-à-dire que le personnage tatoué se fait tatouer tellement de textes et les arrête aux manches qu'on a l'impression qu'il porte une chemise de tatouage, une chemise magique. Et enfin, ça c'était pour vous dire que cette tradition de protection, en tout cas qui n'est pas directement liée au tatouage, mais en tout cas au yantra, aux chemises magiques, est vivante. La période du Covid a fait imaginer en Thaïlande, fait commercialiser en Thaïlande des protections surprotégeantes, puisque le masque est lui-même recouvert il y a un an crack, et puis il y a les formules qu'on connaît habituellement, Namo Putuya. Alors, il y a une idéologie qui sous-tend cette pratique du tatouage. Cette idéologie, elle est très rarement verbalisée chez les personnages tatoués, d'autant plus que les personnages tatoués se recrutent essentiellement chez les soldats, chez les gens qui exercent des métiers de force. On la trouve dans un texte qui s'appelle le Tina Panjaragata. Le Tina Panjaragata est un texte qui a été peut-être composé au Siam au XVIe siècle, en tout cas qui a été reformulé au Siam au XVIe siècle, sur un modèle, peut-être un modèle singalais plus ancien. Tina, le victorieux. Panjara, la cage, ou le rinceau. Tout ce qui est le squelette, c'est aussi le squelette, c'est ce qui donne une forme en quelque sorte. Et Tina Panjaragata, c'est le gata de la cage victorieux, c'est la traduction la plus sommaire. C'est fait, ces lettres, ce Tina Panjaragata montre que, enfin, dans ce texte, on explique que certaines lettres placées à certains endroits du corps deviennent des protections. Et je reprends là la terminologie d'Umberto Eco, chaque lettre devient surcodée. Il y a plusieurs manières de comprendre une lettre. Une lettre peut représenter, en plus de sa formule, sa valeur phonématique, un jataka. Elle est associée ou bien à un des Bouddhas du futur, ou bien à une des gunas, des vertus des parents, ou bien à une particulière formule de protection, parita, ou bien au nom d'un akasaverk. Les akasaverk sont les grands auditeurs du Bouddha, les premiers disciples du Bouddha qui ont été ses auditeurs et qui sont très connus. Lorsque vous faites le tour d'un monastère, ou plutôt, lorsqu'autrefois les traditionnels, les Khmers traditionnels faisaient le tour avant d'entrer dans un monastère, ils en faisaient le tour et devant chaque séma, ils prononçaient une voyelle. A, I, ou, E. Et à la fin seulement de la prononciation de toutes ces voyelles, qui étaient simplement un hommage à l'Akasaverk, représenté dans la direction. Si vous voulez voir ça, il y a encore un monastère à Phnom Penh qui a les traces de ces voyelles. C'est le Wat Sarawak. Le vihir de Wat Sarawak a encore les représentations des Akasaverk et de leur consomme. Donc toutes ces lettres peuvent représenter, suivant des modalités de jeu entre eux, les lettres associées au Jataka. Na, c'est Temia Jataka, Mo, c'est Jana Jataka, Pu, c'est Suvana Jataka, Ta, c'est Nemira Jataka, etc. Vous voyez, j'ai fait la liste. Aux Akasaverk, A, Sariputta, A, Mahaananda, I, Moggallana, I, Kundana, U, Gavampati, U, Upali, et Kassapa, Ao, Rahula. Tout ça, ce sont les grands disciples du Bouddha. Ceux qui étaient réunis au conseil de Rajvara, au concile de Rajvara. Ou bien, alors là, il y a une référence très précise à un texte qui s'appelle Anagatabangsa, Anagatabong en Khmer,
qui est la chronique du futur, et dans lequel on énumère les 28 Bouddhas du futur de ce texte, qui sont chacun associés à une lettre. Alors il faut comprendre que la composition de ces tatouages incorpore éventuellement, selon la place des lettres sur le corps, l'une ou l'autre. Cette cage, ce China Panjaragata est l'idéologie du China Panjaragata, qui est probablement l'idéologie qui sous-tend tous ces tatouages, est suffisamment méconnue au Cambodge pour que les Khmers, communément, parlent imaginent que la protection produite, la protection apportée par ces tatouages est une protection contre les dangers et les maux extérieurs. Les Khmers disent volontiers « on me tire dessus, ça ne m'atteint pas, on me donne un coup de lame, ça ne pénètre pas ma chair ». Dans la réalité, le China Panjaragata, si on le comprend bien, fait que tous ces tatouages sont en fait une sorte de cage de Faraday dans lequel le porteur du tatouage n'est pas du tout protégé contre les maux qu'il pourrait subir, mais contre les conséquences karmiques des maux qu'il pourrait subir. Le soldat, par définition, est obligé sur le champ de bataille d'aller tuer un ennemi. Dans l'idéologie bouddhique, tuer quelqu'un, c'est quelque chose d'extraordinairement grave. Mais les soldats tatoués, pourvu qu'ils soient respectueux de la discipline, des rites qui accompagnent les tatouages, l'acte de tuer n'entraîne aucune conséquence karmique pour eux. A fortiori, l'exécuteur des basses œuvres, le bourreau qui doit tuer un condamné, se protège des conséquences karmiques de ses actes par le port des tatouages. Et donc il y a une inversion assez commune de la perception des tatouages, mais on constate tout de même que les tatouages sont réservés, sont principalement pratiqués et portés par des gens dont les métiers peuvent entraîner ce genre de conséquences. Ensuite, cette survalorisation des lettres, ce surinvestissement de chaque lettre dans la tradition des tatouages en général, tient à une chose très particulière. Alors, je vais faire une incise, n'est-ce pas? Tout le monde connaît l'histoire de Pythagore qui marche dans un village, qui passe à côté d'une forge et qui entend le marteau des forgerons frapper la quinte et la tierce. Alors il s'approche et il constate que, suivant le poids de la masse qui frappe l'enclume, ou suivant la longueur du manche de cette masse, le son obtenu est un son différent et régulier. Et il extrapole de cette découverte, qui est une découverte phénoménale, l'hypothèse que les rapports mathématiques peuvent s'étendre au monde entier. Et voilà, l'Occident est né. Pour les Khmers, c'est un tout petit peu différent. Les Khmers sont pénétrés à cet égard par une tradition indienne. Et ce qui a dominé l'idéologie, la représentation du monde qui a dominé l'Inde, c'est la grammaire. Alors on s'en rend compte d'une manière extrêmement simple. Les alphabets indiens, et l'alphabet khmer est un alphabet indien à cet égard parfaitement, sont classés de manière absolument régulière. Les vélaires, les palatales, les labiales, et puis les aspirées, les fricatives. Et l'alphabet est entièrement ordonné. Et Panini, le premier grammairien indien, s'est rendu compte que les sons prononçables, les sons intelligibles ne sont pas des centaines et qu'ils peuvent tous être classés suivant des catégories phonétiques particulières. Cet ordre de l'alphabet, l'alphabet khmer, n'est-ce pas, Kakakogongo, Cha-cha-cha-chono, c'est tout à fait un ordre régulier.
et à l'inverse des alphabets grec et latin, alpha, bêta, delta, delta, il n'y a aucun ordre, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, je ne connais pas l'ordre qui a présidé, le principe qui a présidé à l'organisation des lettres dans l'alphabet romain. En tout cas, il n'y a pas d'ordre. Les Indiens ont imaginé que l'ordre phonétique, qui gouvernait l'ordre de l'expression de tout ce qu'il y avait, tout ce qu'on peut dire, toute l'expression est forcément réductible à la prononciation de ce qu'on à l'énoncé des objets, avec quelque chose d'absolument fondamental. Et donc il y a un hyper investissement de la valeur, une hyper valorisation des lettres, du sens des lettres. Le dharma entier peut s'exprimer dans les lettres qui sont ordonnées, et donc il est possible que l'ordre des lettres et l'ordre du dharma en général, l'ordre du monde, soient consubstantiels. Je pense pour moi que c'est ça ne peut pas mener loin, mais ça a mené à des créations littéraires et à des traditions, comme par exemple la tradition du tatouage, qui découlent entièrement de cette Weltanschauung, de cette représentation du monde. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Voilà, je continue. Alors, ça c'était l'idéologie. Ensuite, il y a la manière, la méthode pour faire Seiyōan. Et cette méthode, les bandoles, il y a un texte. Alors, je ne suis pas peu fier parce que ce texte, je l'ai découvert au Wat Sarawak. J'ai essayé de le traduire, mais j'en suis absolument incapable. Et donc, je l'ai donné à un de mes étudiants en lui disant que c'était un texte absolument majeur, etc. Et ce pauvre garçon a passé 8 ans dessus, a fait sa thèse. Ça ne lui a pas porté entièrement malheur, car il est maintenant le professeur de Pali à l'école pratique d'autres études. C'est lui qui a la chaire de Pali. Et donc, c'est un des textes les plus intéressants, les plus extraordinaires et emblématiques de l'Asie du Sud-Est, et c'est le Vachirat Sarata Sangara, composé par le moine Ratanapanya à Chiang Mai vers 1500, je ne sais plus combien. Je n'ai pas la date. Alors, ce texte-là donne la manière de combiner les consonnes entre elles alors, je vais vous donner des exemples parce que c'est les exemples. Le premier chapitre du Vachirat Sarata Sangha est consacré au gata formé avec les gemmes désignées par Adisanketa. Initial, Sanketa. Alors ça, c'est très facile. Vous prenez la première syllabe d'une série de mots et vous avez, c'est un procédé à la fois mnémotechnique et c'est un procédé de création d'un gata. Alors, Sangvita Pugayapa, par exemple. Sangvita, c'est un bando qu'on voit très très souvent dans le texte. Sangani, Vibhanga, Pugalapanyati, Sangvita, Puka, Kamavatu, Yamaka, pas, c'est, je ne sais plus, Mahapatan, voilà. Et donc, on a là les 7 livres de l'Abhidhamma. Les 7 livres de l'Abhidhamma livrent chacun une consonne. Avec ça, on fait un bandol, Sangvita Pugayapa, qui est de la famille des Adisanketa, l'initiale. C'est enfantin. Mais il y en a d'autres. Vous pouvez avoir, alors je vais passer rapidement, ça c'est la première, mais il peut y avoir un texte. Vous prenez un texte, et là vous prenez, c'est un autre Sanketa, qui n'est pas Adi Sanketa, tous les Sanketa, c'est-à-dire les manières d'abréger, sont différents. Vous pouvez avoir la première syllabe d'un texte et la dernière, la seconde et la pénultième, la troisième et l'antépénultième. Et ça vous fait une formule. Nous verrons ça tout à l'heure avec... on va passer... Voilà, je dis ça de mémoire, mais j'ai ça sous les yeux en fait. Fonction utilisant l'initiale et les finales, Adaya Sanketa. Bon. Et ça, ce texte-là existe, il n'a jamais circulé au Cambodge, j'en ai trouvé un exemplaire en 30 ans, donc on ne peut pas dire que ce soit un succès de librairie. Il était au Wat Sarawak, mais c'est un texte absolument extraordinaire et dont je suis très fier que mon étudiant, Javier Schnake, l'ait traduit et que ça l'ait porté à obtenir une chaire d'université à Paris. Voilà. Alors,
Est-ce qu'on peut montrer le petit film que j'ai joint à côté? Nous allons voir maintenant, je vais vous donner quelques exemples de tatouages. J'ai pris une personne connue. Dans la personne, qui est d'ailleurs cambodgienne, qui a un passeport cambodgien, Angelina Jolie, et qui a beaucoup de tatouages. Tu le mets en route, vas-y. Peugeot. Bien. Alors, tout ça, c'est pour vous dire que la suite de mon exposé ne m'entraînera devant aucune conséquence du type MeToo quelque chose. Je vais vous montrer mademoiselle Jolie. Alors. D'abord, le corpus, il est large. Mais on n'étudiera qu'une toute petite partie, ce qu'elle a sur l'épaule. Sinon, on n'en finirait pas. Donc, je reste à ce tatouage. J'ajoute que ce tatouage est parfaitement emblématique de ce que sont les tatouages du Cambodge et qu'il est sur l'épaule de cette dame et je pourrais le trouver sur l'épaule Alors, j'ai trouvé sur Internet la traduction qui a été vendue à Madame Jolie pour ce tatouage. Puissent vos ennemis s'éloigner de vous, que les biens que vous pourriez acquérir vous demeurent, votre beauté sera celle d'une apsara, ou que vous alliez, nombreux seront ceux qui vous serviront et vous protégeront de toutes parts. Vous allez voir qu'en étudiant les choses de manière un tout petit peu plus serrée, c'est légèrement différent. D'abord, je lis le tatouage et je fais des sections sur les différents bandoles qui composent ce tatouage. Et je les lis. Timbo Boutaya, mais Aou, Asambito Putapa, Kasapa, Pamamo, et puis Gaspaso, Arahang, Chapakasa, et le dernier en bas que j'ai vraiment, je ne sais pas comment le lire, le dernier en bas, Kasa, et ça, je me suis cassé les dents. Le premier, c'est Namo Putaya. Namo Putaya, c'est extrêmement connu, salutation au Bouddha. Bon. Ensuite, Nama Bada. Les quatre consonnes Nama Bada, Na, Mo, Bo, Da, ressortissent à la tradition du Kamatan. Le Kamatan, c'est la tradition de méditation de l'Asie du Sud-Est, propre au Cambodge et au Siam. Peut-être un peu au Laos, mais en tout cas propre au Siam, et dont le plus ancien texte connu date du tout début du XVIIe siècle ou de la fin du XVIe siècle, mais sans préjuger que c'est une tradition plus ancienne. Alors, elle symbolise, encore une fois, je vous ai dit à quel chaque lettre pouvait être associée à tout un substrat sémantique, une surcharge sémantique suivant que ce soit les Jataka, les Akapsaver, etc. Mais là, dans l'occurrence, le mantra Namabana, c'est très souvent associé à Na, la terre, Tiet, Patavitiet, Ma, l'eau, Apotiet, Ba, le feu, Tejotiet, et Vayotiet, le vent. Bon. Les quatre éléments. Les Khmers considèrent que le kata Namabana se rapporte au constituant intérieur, Kun, Klon, d'une personne, tandis que le premier kata qu'on a vu, Namo Puteya, se rapporte au constituant extérieur. Bon, tout ça, faites-moi confiance, parce que il faudrait disserter, je veux dire, 1 heure sur chaque... Alors, là, vous voyez, mais à où, hein, on reconnaît, mais à où sur l'épaule de la dame. Alors, mais à où, c'est la décomposition, bizarrement, il est admis au Cambodge que c'est la décomposition de la formule Om. Om, comme dans Om Mani Padme Om. Om, la formule principielle de toute l'idéologie indienne. C'est une formule qui est extrêmement... la décomposition de Om en Me A U est extrêmement courante
dans les pratiques ritualistes des moines du Cambodge. Les moines traditionnels, quand ils mangent, prennent une boule de riz, la pétrissent dans la main et asfat, nisfat, pasfat, asfat, quand ils l'avalent, ils inhalent. Quand ils, et puis, les trois, ils associent l'absorption d'un aliment quelconque aux trois phases du souffle, asfat, pasfat, nisfat, qui sont l'inspiration, la rétention, l'expiration. Bon. Le dictionnaire de l'Institut bouddhique, qui adore les étymologies bidons, a inventé une formule qu'ils ont trouvée dans une formule tardive pour dire « mais où ça vient de là ?» C'est tout à fait extraordinaire parce que c'est très emblématique de la démarche de l'Institut bouddhique qui veut des formules savantes et palies partout, alors que ce sont des formules qui sont rituelles et ritualisées depuis très très longtemps, bien avant d'appartenir à un texte moderne. Voilà. Asambisu, lo, pu, sa, pu, ba. Ça, c'est un bandol assez long. Ça, ce sont les vertus, la décomposition de la formule, de la première syllabe des formules guna, putakol, du gata du putakol, c'est-à-dire les vertus du Bouddha. Alors, arahang, sama samputo, vichara sampano, sukato, lokavitu entaro. C'est tout de même interprétatif parce que les deux mots lokavitu entaro, qui sont deux mots vraiment distincts, sont résumés dans toutes les bandoles du Cambodge à la seule consonne lan, alors que le même bandol existe, qui s'appelle d'ailleurs un wetchai en Thaïlande, existe dans les inscriptions de Sukhothai, mais là il est décomposé, il n'y a pas 9 composants, mais il y a 10 composants, puisque ça devient Asangwisu, Lo, La, Pu, Sa, Pu, Ba. Voilà. Ça m'intéresse que moi. Ispaso. Alors là, ça c'est amusant. Ispaso, je l'ai dit dans le film, c'est la première syllabe des Anusati, Putanusati, Tamanusati, Sanganusati, c'est-à-dire réminiscence du Bouddha, réminiscence du Dhamma, réminiscence, et qui commencent toutes l'une par Itipiso, I, la deuxième par Svakato, Su, et Itipiso, Supatipano, le dernier, voilà. Svakato, Supatipano, pour les Nusati du Sangha. Manque de pont sur l'épaule de Angelina Jolie, il n'y a pas marqué Ispaso, mais Gaspaso. Alors ça restera entre nous, mais il y a donc une faute d'orthographe sur l'épaule de Angelina Jolie. Il fallait donc lire Ispaso. Itipiso, Pakava, etc. Bon, vous m'aviez fait confiance, vous aviez raison. Ça, c'est la traduction, alors, si ça intéresse les gens, c'est très connu. Bon. Arahang. Alors, Arahang est un mantra très, très curieux, car c'est un mantra, lui, qui n'a aucun sens. Et il a délibérément aucun sens. C'est le mantra sur le mon, sur lequel se concentre le yogavachar, le pratiquant de la méditation. Le méditant récite Arahang, 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 Arahang. Alors au début, c'est pas facile, parce que on fait Arahang, Arahang. Ah merde, j'ai oublié maintenant. On remonte. Arahang, Arahang, Arahang. Ah, il faudra vraiment que je dise moi. Et au bout de quelques jours de pratique, on pratique vraiment Arahang, Arahang, Arahang. Et on a une conscience pratiquement vide, qui est fixée sur ce tout petit. Et c'est à ce moment-là que les nimitta, les signes psychosomatiques que le méditant recherche, apparaissent. Quand, bon, alors, c'est une formule centrale dans la tradition du Kamatan. Chabakasa, alors Chabakasa, c'est le Bandol Korami, bon, ça renvoie à un texte de Grambert, alors
dans lequel il y a un exemple, et cet exemple a une valeur en quelque sorte didactique assez facile. C'est peut-être pour ça que ça a été choisi. Renonce au contact avec les personnes mauvaises, recherche la compagnie des bonnes personnes, accomplit les actes méritoires jour et nuit, est toujours à l'esprit l'impermanence, amica de toute chose. Voilà. Donc c'est... Comme vous l'avez vu dans le film, les tatouages ne servent à rien s'ils ne sont pas animés, s'ils ne sont pas activés par un rituel. Et les rituels, vous l'avez vu, les rituels, ce sont des rituels d'aspersion, vous avez vu, et voilà, ça se termine. Et puis, j'en arrive à ce que j'appelle la trivialisation des rituels, des tatouages, pardon, c'est-à-dire la commercialisation de t-shirts. Alors d'abord, pourquoi est-ce que le tatouage devient trivial? Parce que les maîtres tatoueurs, y compris au Cambodge, deviennent de plus en plus familiers des techniques de tatouage occidentales, où on met des couleurs, on vous met des dragons, on met des nuances dans le dégradé. Les lettres disparaissent, et les tatouages deviennent vraiment décoratifs et deviennent des bijoux narcissiques. C'est vrai, alors c'est passé par la communauté, surtout les Khmers des États-Unis, qui ont rapporté au Cambodge ces tatouages qui n'ont, de mon point de vue, aucun intérêt. Enfin, certainement un très grand intérêt, mais pas dans le registre qui m'intéresse. Et puis les tatouages, maintenant, inspirent des t-shirts commerciaux qu'on peut acheter à Patpong ou ailleurs. Voilà. Il y a plusieurs modèles, jusque au tatouage d'Angelina Jolie qu'on peut se procurer sur un t-shirt. Voilà, je vous remercie beaucoup.